Bonsoir. Il est surnommé le magicien du désert, créateur de mode hors pair par ses créations. Bienvenue dans Célébrité qui reçoit l'homme qu'on appelle Alfadi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bonsoir. Bienvenue dans Célébrité. Merci beaucoup. Très honoré. Alors c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir dans cette émission. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à l'instant? Mais très agréable, je suis heureux. J'ai été accueilli ce matin à 6 h du matin par des gens que j'aime beaucoup, des Congolais. Je suis arrivé par une compagnie que j'ai beaucoup appréciée, ICAR. Je crois que j'ai fait un voyage très agréable, donc je suis vraiment fier et heureux d'être revenu au Congo. Votre pays, on peut dire. Absolument, c'est mon pays. Vraiment, parce que vous êtes africain. Je suis africain, tout à fait. Alors, Sednali Siahamed est votre nom. Alors, Alfadi, d'où vous est venu ce nom? Pourquoi Alfadi? Alfadi parce que ma mère ne pouvait pas appeler Seyna Ali Sid Ahmed, qui est un nom de mon aïeux. Par respect à mon père, ma mère m'appelle Alfadi, qui veut dire Seigneur, qui veut dire marabout. C'est uniquement un respect que ma mère portait à l'endroit de mon père. C'est un respect que, en général, dans nos peuples, dans nos pays, le respect du père veut dire qu'on ne peut pas appeler le nom de son beau-père ou de son aïeux du côté de la maman. Et ma mère m'a appelé Alfadi. Mais vous n'êtes pas marabout. Je ne suis pas marabout, mais je suis quand même peut-être marabout dans mon domaine. Alors, vous êtes également surnommé le magicien du désert, comme je l'ai dit à l'intro. Ben, je crois que je me suis permis quand même de pouvoir rendre heureux les gens du désert. J'ai arrêté une rébellion qui avait plus de 8 ans dans le nord du Niger. Et je me suis permis de faire venir des présidents des plus grands couturiers au monde, américains, français, dans le cadre du festival que j'ai organisé, pour donner une chance réellement au désert d'être reconnu et de reprendre depuis la crise que le désert avait avec la rébellion Touareg dans le nord du Niger dans les années 85, 84, 83, 80, tout ça là. Et en 98, j'ai installé le premier FIMA. Donc je crois que ce nom m'est venu de la part par rapport à mon travail que j'ai fait dans la couture aussi. Je me suis beaucoup inspiré de l'image de la création Touareg, de la bijouterie, de la maroquinerie. Mais j'ai voulu aussi rendre hommage au peuple du monde, dans le peuple Touareg dont je viens, un peuple tout à fait magnifique, beau, avec un travail adéquat pour essayer quand même d'améliorer. Donc tout cela vous a valu ce nom? Je crois que c'est ça. Donc c'est de la magie? Peut-être, oui. Réunir tout ce monde, un faiseur de paix? Tout à fait. Et j'ai toujours fait la mode pour la paix. Et je crois que c'est très important. Parce que chacun dans son domaine peut aider l'Afrique à grandir. Mais moi, dans mon domaine, j'ai voulu utiliser mon savoir-faire pour amener la paix dans le nord du Niger, dans le nord du Mali et dans l'Afrique entièrement. Là où il y a des problèmes, j'essaie d'amener... Alors, en parlant du nord du Mali, vous êtes né à Tombouctou. Tout à fait. On se demande pourquoi n'avoir pas pris la nationalité malienne. Mais parce que je suis né à Tombouctou, j'aurais pu. Mais le Niger est mon pays d'amour, mon pays de paix, mon pays où j'ai grandi. J'ai épousé une Nigérienne en même temps. Mais je suis aussi malien, je suis africain. Mais je crois que le Mali reste toujours mon pays d'origine. Mais le Niger est quand même mon pays d'amour et mon pays où j'ai commencé ma création. C'est pour ça que je suis congolais. Et j'aurais pu être congolais de par l'amour. Vous êtes africain. Je suis africain, tout à fait. Alors, vous avez fait des études dans le domaine du tourisme à Paris et vous avez travaillé au ministère du Tourisme. Vous avez occupé le poste de directeur du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? C'est super ça. Je crois que ce passage était un passage pour moi qui était fantastique. C'était un passage de ma vie qui m'a permis quand même d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris, j'avais même un doctorat en tourisme. Ah bon? Oui, où j'ai travaillé pendant presque 8 ans comme directeur du tourisme du Niger, où j'ai amélioré, j'ai écrit 2 livres dans le Niger face au tourisme dans le monde. Donc j'ai essayé d'amener le Niger à sa dimension réelle et donner la chance au tourisme de pouvoir être un apport de devises, un apport économique pour mon pays. Donc, et ça vous aide dans votre parcours? Ça vous a aidé? Beaucoup, parce que vous savez, quand je fais aussi marketing, maîtrise en marketing qui m'a permis aussi dans le domaine touristique, qui m'a permis aujourd'hui de l'utiliser dans le domaine de la mode. Donc ça m'a permis quand même d'être... Et pourquoi l'avoir abandonné? Parce que c'est un salaire pour Alfadi, alors que ce que j'ai fait, j'ai créé 200 emplois. Donc, vous pouvez devenir en ce temps-là
ministre du Ils Tourisme. me l'ont proposé plusieurs fois que j'ai refusé. Ah, d'accord. Ah oui, et je suis aujourd'hui diplomate depuis 25 ans de mon pays. Mon pays m'a donné tous les honneurs. Ils m'ont proposé d'être ministre, je n'ai pas voulu. Et pourtant, vous êtes ambassadeur de la lutte contre la drépanocytose. Absolument. Et ambassadeur aussi de mon pays, de l'UNESCO aussi, dans le cadre culturel. Donc j'ai voulu choisir la culture pour amener l'Afrique, non pas le Niger seulement, à être reconnue, à être aimée. Il n'y a pas de raison. Et vous avez refusé Eh ben oui, je refuse toujours des postes politiques qui ne m'intéressent pas. Et Youssou N'Dour, quand il a été nommé ministre de la Culture, vous avez réagi comment? J'étais très content pour lui parce qu'il le voulait, lui. Il veut me être président de la République. Mais j'étais choqué parce que je me suis dit que c'est un grand homme, c'est un homme du monde. On perd une personne sur la scène. Voilà, exactement. Et qui peut continuer, mais uniquement Youssou N'Dour doit se positionner pour être président, mais non pas pour être ministre de la Culture seulement. Je le veux à ce poste, mais uniquement il a choisi. Nous continuons à l'appuyer, à l'aider à ce niveau-là, parce qu'uniquement il le mérite bien pour le continent africain. Voilà, à quel moment que vous aviez su que la mode était votre amour, votre vrai amour? Quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, déjà, je tricotais, je dessinais. Ah bon? Ah oui, oui, je maquillais même mes parents, je maquillais mes sœurs. J'étais quelqu'un qui était complètement dans la phase d'amener le bonheur aux femmes et aux hommes d'ailleurs. Mais étant donné que je suis musulman, mes parents ont toujours refusé que je fasse de ce métier mon métier. Alors, à ce propos, dans la plupart des pays africains, la mode était réservée aux femmes. Alors, était-il facile pour Alpha Dy, né musulman, de faire de la mode? Ah oui, oui, très compliqué, très complexe. Mais étant donné que j'étais jeune, l'amour était en moi, je dessinais tout seul, je travaillais tout seul. Mais une fois à Paris, quand j'ai eu mon baccalauréat, je me suis inscrit dans les écoles de mode à Paris en même temps que je faisais le tourisme. Et que vous êtes revenu au Niger? Je suis revenu au Niger, occupé mon poste de tourisme. Alors, comment vous avez fait pour vous faire accepter? Parce que j'ai assisté à des grandes discussions, j'ai assisté à des grandes réunions, j'ai participé à des grands défis de mode à Paris, avec Paco Rabanne, avec Yves Saint-Laurent, qui sont mes parrains. Voilà. Je me suis fait accepter dans mon pays parce que j'ai abandonné mon poste de directeur de tourisme pour créer mon propre entreprise. C'était un risque? C'est un risque incroyable. Pendant un an, c'était un vide, mais j'étais créateur. La mode en Afrique en ce temps-là, voilà, c'était des critiques, beaucoup de critiques, beaucoup de bagarres, mais je crois que votre mère a réagi comment? Ma maman était décédée déjà. Ah, d'accord. Et mes oncles, mes parents n'étaient pas très contents. Mal réagi? Mal réagi, voilà. Et ils disaient c'est un travail de femme, c'est un travail qui ne pouvait pas me faire nourrir. Mais après, je crois que même ça ne m'a pas pris 6 mois, 7 mois, étant donné que j'avais la chose en moi, la créativité en moi. J'ai commencé à gagner des premiers Oscars. Voilà, on va en parler. Effectivement, en 1985, c'est la consécration, puisque c'est la présentation de votre première collection haute couture au Salon international du tourisme à Paris. Alors, vous attendiez à ce succès? Non, pas du tout. J'en pleurais encore, parce que quand je présentais ma collection, il y a des Françaises et des gens qui passaient, mais cette collection vaut Saint-Laurent. Cette collection, elle est magnifique. Un Africain, c'est pas possible. Donc ça, déjà, ça encourage. Donc ça a permis quand même, moi, étant donné que je travaille dans le tourisme encore, de pouvoir me préparer à pouvoir démissionner, à quitter. Mais la chance que j'avais eue, c'est que le gouvernement nigérien avait préparé un plan, un programme au départ volontaire. Donc ça veut dire que les fonctionnaires qui sont prêts à partir peuvent avoir un soutien de l'État. Et moi, j'étais déjà un produit de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne aimait mon produit. C'est moi qui habillais en cachette tous les patrons de l'Union européenne à l'époque. Et quand ce programme a été fait, l'Union européenne m'a beaucoup appuyé par la formation, par les grands salons au niveau international. Donc j'ai démissionné et j'ai eu ce programme qui m'a aidé à créer une entreprise avec 4, 5, 6 personnes. Voilà, pendant que le monde se demandait à quoi joue ce jeune homme, tout à fait. Et à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une folie. Et vous aviez votre secret. Absolument. Et alors, à quel moment vous avez su que, voilà, c'est parti? Mais le déclic est arrivé le déclic est arrivé quand j'ai fait mon premier défilé dans une boîte de nuit parisienne. Voilà. Et Copacabana, c'est une boîte de nuit qui était à la rue, dans le 11e arrondissement. Là, j'ai compris que réellement, j'ai travaillé avec Chris Seydou, qui est un des plus grands créateurs noirs à l'époque, qui m'a dit Alpha Dy, vas-y, elle devait venir m'appuyer, m'aider pour qu'on puisse faire cette collection ensemble. Il vous est arrivé des moments où vous aviez douté en vous? Vous aviez... Douté, non, pleurer, oui. Beaucoup pleuré, beaucoup triste, parce qu'uniquement j'avais à l'époque, je venais à peine de me marier. Mon premier fils n'est pas encore né, donc j'étais triste de pouvoir abandonner ce que j'ai sous la main. Comme vous avez dit, j'avais un salaire, j'étais considéré, et j'abandonne ça pour essayer de faire la mode dans laquelle je ne savais pas où j'allais partir. Mais je crois que le bon Dieu a suivi mon cœur, a suivi l'amour. Une longue carrière riche, alors de succès.
En 87, la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter vous a décerné à Paris l'Oscar du meilleur styliste africain. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans la tête? C'était incroyable. Vous savez, à l'époque, quand ce défilé s'est fait au Trocadéro, il y avait 1000 mannequins. Il y avait plus de 140 couturiers. Les plus grands couturiers du monde étaient là. Et c'est Alpha Dy qui représentait le continent africain. J'étais choisi pendant tous les couturiers de ce monde pour être l'Africain. Quand mon passage passait avec 25 chameaux, vous vous rendez compte? Vous avez amené des chameaux? Non, pas moi. La Fédération française du prêt-à-porter a organisé le plus grand défilé de mode au monde. 1000 mannequins sur la place du Trocadéro à Paris, en 87. Avec des chameaux? Avec des chameaux. Chacun, il y a le Sénégal, la Chine qui passait avec leur esprit de chinois dragon. Le Sénégal était là, mais ils ont mis Alpha Dy dans le milieu africain. Le sabar qui passait et les chameaux. Quand mon passage passait, c'était quand même... L'Arabie Saoudite passait. C'était l'histoire de ma collection qui est passée. C'est une histoire que l'Afrique a gagné le combat. Et là, ils ont montré quand même que la création africaine... Et l'argent dans tout ça? Voilà. L'argent, pour moi, ce n'était pas du tout nécessaire. Pour moi, l'argent n'a jamais été mon fort. Il le fallait pour contribuer au développement de la création, mais uniquement, je gagnais de l'argent, je travaillais beaucoup, mais uniquement, ça a permis quand même de donner une notoriété à ma création. Est-ce que l'argent tue l'art? L'argent ne tue pas l'art. L'argent agrandit l'art quand on sait s'en servir. On dit en plus que l'art est au-dessus de tout. Vous savez, on parle de politique, on parle de création, on parle de tout, mais je crois que pour moi, l'art est au-dessus de tout. L'art, c'est la musique. L'art, c'est la création. L'art, c'est la peinture. L'art, c'est les vêtements. C'est une manière de pouvoir s'inspirer pour être honorable. L'art, c'est là où on est. Aujourd'hui, on est heureux d'être dans une belle maison, c'est la décoration intérieure. Donc pour moi, il est au-dessus de tout. Il permet de vivre. Il permet... L'art est amoureux. Quand tu vois un joli art, tu resteras toujours amoureux de ce que tu aimes, de ta peinture, de ta sculpture. Donc pour moi, je crois que l'argent peut agrandir l'art, parce qu'il le faut pour continuer à travailler. Alors, en 1998 et 2004, vous aviez connu un succès flamboyant, sans doute fruit de votre travail, de longue haleine. Alors, vous aviez reçu le prix de la Fondation Prince Claus, en présence de la reine Béatrice des Pays-Bas. Alors, ciseaux de platine à Abidjan, Corée Fashion Award à Sun City en Afrique du Sud. L'ancien président français Jacques Chirac, vous avez élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui défilait dans la tête d'Alpha Dy? Que l'Afrique doit grandir. N'oubliez pas que j'étais reçu aussi par le président Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, qui a assisté personnellement à la caravane d'Alpha Dy à Brazzaville, qui m'a invité chez lui, qui m'a donné la dimension que Mme Antoinette Sassou Nguesso m'a donnée à Paris, qui a apporté toute sa contribution pour montrer aux Congolais que l'art peut créer de l'emploi. Les présidents américains m'ont reçu, Bill Clinton aussi, à cette époque-là. J'ai participé à toute la communauté américaine noire qui ont considéré mon travail comme un art, comme une notoriété pour le continent africain. Donc, ce que ça m'a donné une force de dire que l'Africain peut le faire. C'est vrai que même si l'Afrique a des fois non pas des appuis forts, les gens ne comprennent pas qu'on peut mener la création à un niveau de créer 10 000, 20 000, 1 million d'emplois, donner une dignité à l'Afrique, de lutter contre la pauvreté par rapport à la création. Mais des fois, on ne comprend pas ça.
me suit partout. Même au Niger, dans le désert. L'UNICEF m'a demandé de dire un mot ce soir parce que le mouvement de l'enfant africain, le 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Chacun a un enfant. L'enfant, c'est notre diamant. L'enfant, c'est notre or. L'enfant, c'est notre bien-être. L'enfant, c'est notre prime et notre avenir. Donc, nous devons apporter, nous tous, pour que ces enfants, leur richesse, leur commerce, qu'ils cessent de souffrir pour que l'UNICEF puisse travailler avec nous main dans la main. Je vous remercie. Alors, quand on a toutes comment on peut dire, on a tous ces prix. Ces prix. Alors, qu'est-ce qui défile dans la tête? On pense à quoi? Est-ce que c'est un rêve? On se pince ou... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut être humble, il faut rester soi-même. Il faut se donner. J'ai habillé les plus grands au monde aussi. Vous savez que j'ai habillé pratiquement toutes les premières dames de ce monde. J'ai habillé aussi beaucoup de présidents. On peut dire que vous avez une tête bien faite, puisque de quand certains auraient abandonné. Voilà, exactement. Puisque ils auraient pu se dire que j'ai tout eu, je rencontre des chefs d'État, je fais des défilés, je suis nominé ici et là. Et vous avez gardé votre tête froide. Absolument. Jusqu'au jour qu'on a organisé le plus grand festival de mode au monde, qui est le festival dans le désert, où le président Maïna Sarr Barré a quand même réuni des présidents, réuni des présidents autour de nous, amené les hommes de culture, le maire de Washington, le maire de New York, le président Idriss Déby, le président Yahya Jammeh, les présidents du Mali, les premières dames sont venus assister à un défilé de mode. Ils étaient 15 chefs d'État? Oui, tout à fait. Alors, en créant ce festival international de la mode africaine, FIMA, pourquoi avoir créé ce Vous savez, il y avait une rébellion dans le nord du Niger. Je vous ai dit que l'art est au-dessus de tout. La mode pour la paix. La rébellion, il y avait plus de 5 000 à 10 000 à 20 000 morts dans le nord du Niger. Et ce festival a permis d'arrêter ces morts, a permis d'arrêter la rébellion. En faisant ce que j'ai fait. Je suis allé voir les rebelles, les Touaregs, je suis allé les rencontrer avec des ministres. J'ai fait des voyages 50 fois, 20 fois. Vous avez joué à la médiation? À la médiation. Et le président m'a accompagné dans ce que je voulais faire. Et le président l'a réussi. Et il m'a donné les moyens de faire ce festival là où il y avait la rébellion d'Agadir, c'est-à-dire à 80 km d'Agadez, en plein désert. Il m'a installé des tentes, plus de 2000 tentes, la radio. C'était en 98. En 98. Là, tous les présidents sont arrivés. Là, le festival Kenzo en personne, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix, Alec Weck, tous les grands mannequins de ce monde sont arrivés pour accompagner Alfadi dans ma démarche pour la paix. La paix pour l'amour de la mode africaine. Et l'Afrique aussi, nous voulons montrer que les Africains sont créateurs. C'est là où la beauté était là, magnifique. La création que l'Afrique a toujours oubliée aujourd'hui doit servir au côté économique, au côté lutte contre la pauvreté, au côté arrêt de paix, arrêt de ces combats pour amener une paix durable et ouverture du tourisme dans ce pays. Donc ça a permis au Niger depuis de continuer et d'être quand même le festival que le monde entier attend, entre noirs et blancs, entre Africains et Européens, mais surtout entre les politiques pour amener quand même un amour sincère en Afrique. Voilà, alors aujourd'hui, le FIMA, à qui s'adresse-t-il? Mais il s'adresse au monde de 5 continents, je pourrais dire. Le FIMA s'adresse à la jeunesse. Le FIMA s'adresse aux créateurs, mais surtout aux politiques. Quand on a invité des politiciens, c'est pour leur montrer qu'aujourd'hui, ils doivent voir ce que la création peut apporter pour un peuple. La France, ou les États-Unis, ou la Chine ne sont pas tous seulement des créateurs. Ce n'est pas donné à eux seulement de pouvoir créer de l'emploi dans ce domaine-là. Nous aussi, on peut le faire. Est-ce qu'il y a si on te demandait, on te posait la question de savoir, est-ce qu'il y a une mode africaine? Ah ben oui. Il y a une mode africaine. La mode africaine a été toujours une mode à part entière, une mode qui existait, une mode des textiles, une mode des vélos du Kassai, une mode des terra-terra, une mode des kinte, une mode des 1000 bijoux, des diamants, de l'or. La mode vient d'où? D'aucuns diront pourquoi étiqueter la mode? Étiqueter la mode, mais la haute couture vient d'où? Elle vient de chez vous. L'argent de la haute couture vient de chez vous. Je crois que tout l'argent du luxe européen vient en partie de l'argent du Congo, même de l'argent du Gabon. Je pourrais même dire
de l'argent qui vient du pétrole d'ici. Il y a plein d'argent qui ont quitté, qu'on a investi sur la haute couture et qui ont permis à des grands créateurs européens de grandir. Et je crois que c'est une donation, c'est un travail qui a été fait entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui pour leur donner une chance de grandir. Donc pour vous, ce débat n'existe pas? Ce débat n'existe pas. La mode est africaine. Parce que d'autres disent que pourquoi étiqueter? Est-ce qu'il y a les Blancs parlent de leur mode? Mais leur mode est une mode qui vient d'Afrique, inspirée d'Afrique. Hein? Inspirée d'Afrique, aussi financée même par l'Afrique, je pourrais dire. L'Afrique est un grand continent où nous, dirigeants politiques, ont des grands cœurs. Ils ont toujours appuyé à tout point de vue. Hein, sans retour des fois. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je le dis aujourd'hui devant vous, il faut que nos dirigeants politiques commencent à penser aussi, à donner une diversité, une pensée positive à la formation des créateurs africains, au financement des créateurs africains. Ils le font, ils aiment ça. Mais uniquement des fois, peut-être les conseillers ne sont pas là pour le faire. Les encadrer. Les encadrer. Et il faut que le président, ils ont trop de travail. Ils travaillent dans tous les sens, dans la paix, qui est un domaine incroyable qu'il faut faire. Ils oublient le côté créateur d'emplois qui peut appuyer l'Afrique à grandir dans un domaine qui est la mode, qui peut créer des millions d'emplois. Parce que tout le monde ne peut être ministre, tout le monde ne peut être docteur, tout le monde ne peut être, comme vous êtes, de la communication. Il faut que des artistes aussi existent en Afrique pour donner une chance aussi à ce métier qui est honorable. Voilà, alors la mode crée des emplois. Organiser un festival comme le FIMA. Tout à fait. À combien on peut estimer organiser un tel festival? Le FIMA a coûté pour le Niger, la première édition, à 3 milliards 800 millions, à peu près de francs CFA. De francs CFA. De francs CFA, à l'époque. Depuis que nous avons grandi, on peut dire le monde entier nous connaît, on a beaucoup de dimensions de donation. Nous avons beaucoup d'échanges. Et le film revient au Niger, à moi-même, à peu près à 1,8 milliard, 2 milliards, chaque édition qu'on le fait. Deux fois même beaucoup moins, parce que la machine est lancée et nous il y a des sponsors. Il y a des sponsors. Ah oui, il y a beaucoup de sponsors, il y a beaucoup de donations. Le pays s'y donne à 100%. Nous avons... Donc l'État s'investit, absolument. L'État s'investit dans un budget qu'il donne chaque édition pour quand même appuyer. Parce que c'est l'État le premier donateur, avant que les sponsors, l'Union européenne ou la France ou les États-Unis, ou des sponsors téléphonie ou de l'alcool ou même du parfum donnent. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il faut bien que tu aides ton enfant avant que les autres l'aident. C'est important. Voilà, alors vous êtes président fondateur du FIMA, président de la Fédération africaine des créateurs de mode, FAC, initiateur d'une caravane de mode, itinérante qui sillonne l'Afrique et les Antilles pour promouvoir les talents du continent. Alors, quel sens donnez-vous à votre engagement? L'engagement est un engagement pur et simple. D'abord, je pourrais dire pour aider mon continent à grandir, à être reconnu. Après, social. On est en train de créer la plus grande école de mode des arts au Niger, qu'on pourra créer aussi une école au Congo un jour. C'est un engagement pour donner la chance à la jeunesse, une jeunesse oubliée qui aujourd'hui doit rester chez soi. Comprendre que la création, on peut ne pas traverser les frontières et mourir en mer pour aller avoir sans visa, aller aux États-Unis ou aller en France. Le combat que je mène, c'est un combat de dignité. Pour dire qu'on a une dignité, il faut donner à la jeunesse leur pouvoir, leurs moyens, les repères, pour qu'ils puissent être créateurs, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un savoir-faire, un sens à leur vie. C'est le combat que je mène. Le bonheur n'est pas toujours chez le voisin. Exactement. Et le bonheur aussi chez nous. On a nos mamans, on a nos papas qui n'ont pas toujours les moyens de payer des billets d'avion ou payer des bourses à Paris, à New York ou ailleurs. Chez nous, on peut le faire. Donc c'est pour ça que je me bats de matin comme le soir pour essayer de démontrer que l'Afrique aussi a un savoir-faire et que nos jeunes sont talentueux dans la communication, dans la chanson, dans les industries culturelles, dans la globalité, et que l'Afrique est un continent fabuleux, un continent riche, un continent de bonheur, et qu'on a des pays comme le Congo qui ne fait qu'ouvrir les bras pour accueillir. Donc c'est pour ça que mon combat de tous les jours n'est pas qu'un combat de gagner de l'argent, parce que je n'ai pas cherché de l'argent. Je n'ai pas cherché à avoir 1000 boutiques ou 500 boutiques. J'aurais pu le faire, mais je me suis mis dans le combat de la caravane, le combat du FIMA, le combat d'une école, mais le combat aussi d'amener les politiques à comprendre qu'il faut qu'ils soient à côté de nous. Il faut que nous soyons à côté d'eux plutôt pour qu'ils puissent aider la jeunesse à grandir. Voilà, alors, président de la Fédération africaine des créateurs de mode, combien de membres comptez-vous à ce jour? La fédération est une fédération très, très dure, parce que c'est une fédération africaine. Quand on a une fédération congolaise ou nigérienne, déjà c'est très dur. Mais quand c'est panafricaine, on a à peu près 80 membres, mais dont les plus grands, c'est les 50 plus grands couturiers africains
qui passent de l'Afrique du Sud au Niger, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, qui sont vraiment actifs et adhérents à cette fédération. Alors, vous trouvez toutes ces énergies-là où? Je crois que Dieu m'a donné la chance de pouvoir être en santé et être toujours positif et avoir des gens qui m'aiment et qui aiment mon travail, même si j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes festivals. Vous savez, des gens qui veulent hacher parce que, bon, il y a beaucoup de, entre guillemets, islamistes qui ne comprennent pas l'intérêt réellement dans mon peuple de comprendre l'intérêt de la mode ou l'intérêt de la création. Des fois, ça te défroisse, ça te froisse. Moi, je me défroisse. J'essaie d'amener quand même ce combat et essayer toujours de donner une chance à la création parce que c'est une essence qui te donne Dieu. Alors, en parlant de cette énergie que vous aviez, je suis tenté de demander quelle est la place de la famille? Ben, la famille, je suis très heureuse d'en parler. J'ai 6 enfants. Ah bon? J'ai une femme extraordinaire que j'ai épousée en 85. J'ai un fils qui s'appelle Moulay, le premier, qui d'ailleurs accompagne la marque Alfadi aujourd'hui, qui est mon premier fils, qui s'occupe de la marque. On vient d'ouvrir une galerie Alfadi à Paris en décembre. On a ouvert une deuxième galerie à New York. Voilà. On va en parler. Voilà. Et c'est Moulay qui dirige ces 2 galeries d'ailleurs pour essayer d'amener cette dimension où dire que la famille compte beaucoup et ma femme travaille sur la galerie de New York parce que mes enfants font l'aller-retour aussi pour essayer de démontrer donc, que... la famille vous accompagne? Je crois que c'est ça le plus important. C'est très important dans une entreprise qu'aujourd'hui l'Afrique doit être fière de ce que nous faisons, mais nous voulons aussi la jeunesse. La jeunesse, non pas mes enfants, mais les enfants aussi des autres peuvent nous accompagner. J'ai formé beaucoup, des centaines de personnes dans le domaine de la mode aussi. Alors, en parlant de l'Afrique, quel regard portez-vous sur la mode africaine? Que la mode africaine est une mode qui est en train de grandir, que l'Afrique est en train d'avoir ses repères pour la mode, qu'il manque des écoles de formation, et c'est très important que les politiques s'y investissent, et même les partenaires qui veulent le faire, et que la mode africaine est en train de devenir ce que nous voulons. Le textile africain, moi j'ai créé mon propre textile, aujourd'hui j'ai mon parfum. Ça s'appelle comment? C'est Alfadi Textile. J'ai dessiné des modèles pour une marque que je n'aime pas citer à la télé. Bon, ça s'appelle Daviva by Alfadi, mais c'est une manière de pouvoir rendre hommage à la création de textile africain qui est fait au Nigeria et au Ghana, qui une fois, aujourd'hui, ce textile porté par un Africain ne fait que rendre hommage réellement à l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, nous faisons le parfum Alfadi, nous faisons la bagagerie Alfadi, nous faisons le jean Alfadi, les chemiseries Alfadi, mais une manière de pouvoir aussi mettre la mode Alfadi aussi dans la rue. Parce que Alfadi ne peut pas être haute couture, Alfadi aussi est prêt à porter. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui aussi au Congo pour donner une chance aussi à pouvoir ouvrir une galerie Alfadi à Brazzaville. C'est une manière de dire que Brazzaville le vaut bien et je vaux bien aussi. Le Congolais adore le vêtement. Ben voilà, voilà, alors quand vous entendez Black Fashion Week, ça vous dit quoi? Bon, pour moi, il n'y a pas de black. Pour moi, la mode est universelle, la mode est mondiale. Voilà. Adama Paris a voulu appeler ça Black Fashion Week, c'est son histoire à elle, je respecte. Moi, j'ai commencé 30 ans avant elle, ou 25 ans avant elle, à faire de la mode, à faire comprendre que la mode est une industrie. Je dirais que la D'où mode... le débat de dire qu'il ne faut pas étiqueter la mode, la mode est universelle. Tout à fait, et la mode est pour tout le monde. Et l'Afrique, d'ailleurs, a inspiré le monde. Picasso a été inspiré par les Africains, par les masques. Saint-Laurent, Paco Rabanne, tout le monde a été inspiré par l'Afrique. Donc la mode appartient, comme à votre première question, à l'Afrique. L'Afrique a un grand rôle qui n'a joué donc l'Africain. C'est pas qu'on dit Black Fashion Week, on dit que Blanc Fashion Week, mais c'est un Fashion Week africain tout simplement, ou un Fashion Week tout simplement, où les couturiers africains doivent aujourd'hui avoir une chance de participer, une chance d'être à Paris, d'être à New York, tout en restant chez soi. C'est le combat que moi je veux. On reste chez nous. On a l'Afrique du Sud, on a le Congo, on a le Gabon, on a le Zaïre, on a tellement de choses à faire. On a le Niger, on a le Nigeria. On doit être ensemble et s'entendre et se comprendre. Un président africain me disait, ta marque peut être la marque africaine. Il suffit uniquement que le Congolais, le Gabonais, le Nigérien, le Sénégalais s'entendent, s'être ensemble, le Marocain, pour mettre de l'argent dans cette marque pour que cette marque soit une marque multiforme, unifiée et pour que le continent africain aussi ait sa dignité. Il n'y a pas de raison que des grandes marques européennes aient des financiers qui mettent de l'argent sur eux, que nous autres Africains, on doit toujours rester entre nous. Ce n'est pas normal. Voilà, alors la création va de pair avec la quiétude. Vous êtes au Congo parce qu'il y a la paix. Absolument. Et les politiques sont toujours mêlées. Alors, vous êtes né à Tombouctou, au nord du Mali.
Que vous inspire la crise du nord du Mali? Vraiment, je sais que le Congo est en paix, parce que les hommes politiques qui sont là l'ont voulu. Le Congo est en paix, parce que les Congolais le veulent, et parce qu'ils ont voulu être ensemble, parce que sans amour, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, les Congolais s'aiment, et ils ont donné une chance à la paix, avec un grand président qui est là assis, qui veut que la paix. Et c'est pour ça que le Mali aussi, dont je suis né à Tombouctou, qui est ma patrie. Je crois que même si je n'ai pas un passeport malien... Il y a des restes dans la terre. Exactement. Et la paix doit être malien aujourd'hui. Le Mali ne peut pas être un pays divisé. Le Mali est un grand peuple qui a connu des empires, qui a eu tellement de notoriété aujourd'hui. Le combat que j'ai toujours mené, c'est un combat. Moi, j'ai organisé des grands télétons où j'ai organisé des millions pour amener ça aux populations déplacées du nord du Mali. Quand vous prenez position comme ça, vous n'avez pas peur des intégristes? Ben, on me le dit, ma femme m'appelle, fais attention, mais je suis un grand croyant. Vous savez, la croyance, c'est très important. Moi, Dieu est dans mon cœur, matin, midi et soir. Je suis musulman. Mais j'aime les catholiques, j'aime les juifs, j'aime toutes les croyances du monde entier et je me respecte. Et c'est pour ça que je crois que par ma croyance, même si je suis mort pour la cause, il n'y a pas de raison. C'est pas grave. Voilà. Parce que j'ai eu des problèmes d'incendie dans mon propre atelier au Niger. L'année dernière, c'est en 2011. En 2011, avant mon festival, pour dire, ah, c'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas un problème pour moi. Ça ne vous affecte pas? Rien du tout. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a pris. Vous savez, et puis je continue à en voir tous les jours, je continue à travailler tous les jours. L'intérêt est que personne n'est blessé, personne n'est mort. Et je crois que si la richesse part, ce n'est pas un problème pour moi. Et que la paix et l'amour, ce sont les choses qui font vivre ce monde. S'il n'y a pas de paix, il n'y a rien du tout. Et l'intervention de la France au Mali? C'était une chose magnifique, que j'ai adorée, que j'ai aimée. Je ne veux pas qu'on tue, qu'on fasse du mal, mais ça a été d'abord des dialogues avant que ça ne vienne à ce point-là. Mais aujourd'hui, le Mali, absolument, doit être un pays unifié, un pays entier. Et je sais que le président congolais, le président nigérien, les présidents de l'Union africaine, tout le monde est là pour ça. Et je les encourage et je les félicite parce que nous aussi, culturels, on est là pour que le centre Ahmed Baba qui a été brûlé, les livres du patrimoine culturel de l'UNESCO, des choses comme ça doivent pas être pris. Si ces gens ne sont pas de mauvaise foi, comment on va brûler des livres? Qu'est-ce que les livres, le Coran, avoir dedans? Vous êtes musulman et vous brûlez encore des livres coraniques? Ce n'est pas normal. La logique est qu'on doit laisser le Mali en paix. Et je continue à remercier tous ces hommes et femmes tchadiens, congolais, gabonais, français, qui ont contribué pour que le Mali soit un pays de paix. Et c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, la paix est là. Je suis revenu. Voilà. Je suis même revenu avant la paix, parce que je suis revenu plusieurs fois. Le Congo est un pays fabuleux. Comme vous le dites tout à l'heure, ils adorent la mode. Mais ce n'est pas que la mode, c'est l'humanisme, c'est l'amour. C'est l'amour entre Africains, c'est l'amour entre nous. On doit se donner la main pour qu'on puisse asseoir notre notoriété et arrêter la crise qu'on dit qu'on doit tendre la main à l'Europe. Nous-mêmes, chez nous, on peut créer de l'emploi et gagner beaucoup d'argent et rendre nos enfants heureux sur place. Voilà, alors le 18 janvier dernier, à Brooklyn, à New York, avait lieu l'ouverture de votre première boutique en Amérique. Alors, qu'est-ce qui justifie le show de New York? C'est incroyable. Vous êtes oh là là. On a choisi Brooklyn d'abord. Brooklyn et New York. Ouais. Parce que Brooklyn, pour moi, c'est cosmopolite. C'est une population noire. C'est une population à la base noire. Une population aujourd'hui juive, arabe, européenne, qui est mélangée. Je suis métissé. Ce métissage me permet quand même d'être moi-même. C'est un choix incroyable parce que moi, je suis rentré aux États-Unis parce que je ne dirais pas que Barack Obama, le président, il m'a reçu. C'est vrai qu'on a eu un combat très un peu la même morphologie côté oreille. Exactement, comme moi. On m'a toujours dit ça d'ailleurs, que je ressemble un peu. Accepter de nous recevoir, accepter de pouvoir donner une chance à l'Afrique d'être présent, accepter que le combat que je mène dans le nord du Niger a beaucoup plu. Je suis parti d'ailleurs avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi, je suis culturel. Et ils ont aimé le côté culturel pour arrêter une rébellion. Le côté culturel pour arrêter la guerre. Donc, c'est une manière de pouvoir quand même donner une chance aujourd'hui réellement à la paix. Les États-Unis, pour moi, c'est une manière de pouvoir faire travailler les Africains et amener nos marchandises. Et ça va continuer à ouvrir d'autres boutiques dans d'autres États? Exactement. C'est incroyable, c'est courant. C'est un petit peu ça. Nous voulons aller à Atlanta, nous voulons aller à Chicago. Non, je suis dans votre cerveau. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est un petit peu ça. Voilà, alors, on comprend votre combat pour le continent. On sent en vous une énergie, l'amour du continent. Alors, jusqu'où voulez-vous aller avec la mode africaine? Je suis là au Congo d'abord pour essayer d'amener la mode africaine ici au Congo.
Le Congolais adore sa paix. Ils adorent s'habiller. Mais il n'y a pas de raison que les couturiers africains aussi ne soient pas au Congo. Il n'y a pas de raison que les créateurs africains ne soient pas vendus ici au Congo. On vend du Givenchy, on vend du Paco Rabanne, on vend du Saint-Laurent, on vend du Miyake, on vend du Calvin Klein. Les Congolais adorent ça. Donc aujourd'hui, je suis venu apporter aussi ma valise pour m'installer aussi, pour montrer aux Congolais qu'on est avec eux. Que les créateurs congolais, africains, doivent aussi avoir leur place à leur côté, pour avoir leur amour, pour les habiller, pour s'occuper d'eux. Donc mon amour pour ça, c'est amener les Congolais à aimer les créateurs africains. C'est ouvrir une galerie Alfadi aussi au Congo. C'est aussi faire un grand défilé de mode, donc la caravane d'Alfadi, pour la promotion de l'environnement de la forêt, pour donner une diversité au bois congolais, pour amener l'image que le Congo a le plus beau. Quand on parle de soie, vous allez utiliser le bois. Le bois dans ma chair, le bois dans mon âme, le bois est africain. Le bois n'est pas un produit qui appartient à l'Europe. Le bois est un produit congolais. Un produit gabonais peut-être même. Le Congo a des bois les plus belles, les plus magnifiques du monde. J'aimerais quelquefois peut-être signer quelque chose avec le bois congolais. C'est une histoire qu'elle vient de Donc c'est ce qui explique la présence d'Alfadi. Absolument. C'est ce qui explique mon implantation de créer des milliers d'emplois au Congo en mettant le bois en avant, en donnant une chance à la création congolaise par le bois, par le travail que je veux mener, pour donner une dignité réellement à ce bois qui part. Je vois que ce bois en partie reste. Alors, cet intérêt pour le Congo-Brazzaville, ça pouvait être le Congo-RDC, le Cameroun ou bien le Gabon. Qu'est-ce qui justifie ce choix pour le Congo-Brazzaville? Mais les hommes. La différence dans tous ces milieux, c'est les hommes. Les hommes qui m'animent, les hommes qui m'aiment, les hommes qui m'entourent sont aujourd'hui au Congo et qui aiment ce que je fais et qui encouragent mon initiative et qui sont à mes côtés et qui m'ont... j'ai toujours voulu... Plusieurs partenaires. Mes partenaires qui sont là aujourd'hui ont voulu que la caravane d'Alfadi revienne au Congo, d'abord, pour essayer de formaliser, de montrer à la jeunesse congolaise qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est un travail qu'il faut approfondir, qu'il faut donner une chance. Je suis venu une fois, deux fois, il faut venir encore. Il faut appliquer, former, impliquer la jeunesse congolaise dans les grands défilés, pourquoi pas, dans les grandes normes, dans les grandes images. C'est une notoriété qui part à l'extérieur et qui donne une bonne image au Congo encore. Donc c'est ça qui m'a permis de venir et essayer d'ouvrir la galerie Alfadi. La galerie, c'est quoi? Donner la chance encore à la jeunesse congolaise, africaine. La galerie... Créer les emplois. Créer les emplois. Imaginez, informer, créer la maison d'Alfadi au Congo. Donner une chance réellement aux Congolais de pouvoir dire que je viens en stage. Donc en un premier temps, on retient une date, je crois, le 27 avril 2013 à Brazzaville. Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, vous aviez des partenaires comme Africa Impact Group, ICOM, depuis plus Ngalaibata, le groupe Soram Color de Romari Konyangé. Alors, c'est tout comme partenaire Tout à fait. Ces partenaires sont avec moi pour rencontrer aussi les politiques. Parce qu'en fin de compte, dans un pays comme le Congo, il faut que les politiques soient avec nous. Il faut que les politiques nous accompagnent. Nous venons pour la jeunesse congolaise. Donc nous venons aussi pour la politique. Pour qu'aujourd'hui, par faire un savoir-faire, on ne peut rien faire seul. On est obligé d'être les culturels et les opérateurs qui sont derrière les politiques pour alléger. J'ai rencontré d'ailleurs des pêches de Brazza à Paris. J'ai dit au patron, il voulait même m'inviter avant tout ça, que je vienne ici à Brazzaville pour essayer de démontrer que les dépêches de Brazza accompagnent le Congo. Alors, revenons sur ce défilé, qu'est-ce que les Congolais attendront ce jour du 27 avril 2013 Comment sera organisé ce défilé? Parce qu'ils sont nombreux à nous suivre, Alfadi à Brazzaville. Travailler d'ailleurs sur leur beauté, donner une chance à la Congolaise et aux Congolais d'être un petit peu... Ça sera des mannequins? Oui, complètement. Congolais en majorité et faire venir des mannequins aussi en exemple. C'est un petit peu se frotter aux autres. Peut-être une trentaine, voilà, parce qu'il faut absolument se donner une chance de se frotter contre les mannequins internationaux, voilà. Et les couturiers congolais, Alfadi va faire son comeback, mon grand défilé de mode, et je ferai défiler 3 ou 4 jeunes stylistes congolais pour sortir les noms des vrais talents. Et ces stylistes que je vais choisir pourront participer à ce festival que j'organise dans le nord du Niger. Vous savez, quand on fait le FIMA, c'est aussi une notoriété qu'on est des pays phares. Et cette année, le Congo aussi fait partie de ces pays phares. On a eu le Brésil, on a eu l'Afrique du Sud, on a eu le Mali pour la paix. Il n'y a pas de raison que le Congo aussi ne soit pas avec nous au Niger cette année. Donc c'est pour ça que c'est donner une dimension culturelle à la Congolaise, aux Congolais, donner une chance à la création congolaise, au raffia congolais, au textile congolais, à la réflexion congolaise, aux 13 congolaises, et une manière
à la beauté du Congo et de l'Afrique centrale pour le mettre au goût du jour et pour le montrer ce jour-là. C'est une caravane, c'est un défilé, c'est une sélection aussi de mannequins congolais, de couturiers congolais qui vont aller au FIMA et pour aussi les créer, les aider à avoir leur entreprise de demain pour créer de l'emploi aussi au Congo. Non pas Alfadi, mais eux aussi. Alors, en parlant de ce projet, j'imagine que ça sera grandiose. Il y a des partenaires qui vous ont accompagné, qui vous ont fait confiance. J'espère que ce magazine sera aussi associé, Célébrité. Alors, comment est né ce projet? Mais ce projet est né là, parce que j'ai toujours voulu venir au Congo. Et j'ai un jeune homme, Impact Congo, qui est un neveu aussi qui vit aussi aujourd'hui au Congo. Et j'ai aussi un ami qui a construit cet immeuble-là aussi ici au Congo. Et je crois que cet ami, et ce sont des parents, parce que quand je vous dis que je suis congolais, mes origines maliennes aussi reflètent aussi ici des Maliens qui vivent au Congo, qui sont aussi des parents à moi. J'ai mon neveu, j'ai aussi son équipe qui est avec lui, qui ont dit Alfadi, le Congolais t'aime. J'ai dit moi aussi j'adore le Congolais. Tu ne peux pas aller à New York toujours, tu es dans d'autres pays, dans tous les pays africains, Maroc, tout ça, Tunisie, mais il faut que tu viennes au Congo. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça que ce projet-là est né, parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils adorent le Congo, parce qu'ils ont voulu que leur travail corresponde à ce que je veux faire. Un immeuble magnifique que les parents ont fait doit être promu. Alfadi doit avoir sa boutique dans cet immeuble-là, donc la galerie d'Alfadi, et en même temps, nous voulons travailler sur le processus de l'environnement. Pour moi, l'environnement et le bois congolais doivent accompagner Alfadi. Alfadi aussi doit l'accompagner en créant de l'emploi local. Bon, c'est des processus qui vont se faire doucement. Mais pour le moment, l'investissement que j'ai envie de faire au Congo, c'est ma personne, c'est mon image, c'est mon travail. C'est vrai qu'on prend de l'âge, mais nos enfants nous suivent, mais surtout l'équipe congolaise. Et c'est une entreprise congolaise. Peut-être qu'Alfadi apporte sa contribution dans le travail, dans la création, mais je veux que le Congo en profite le maximum. Que cette entreprise dénommée congolaise peut aujourd'hui être grandie au Congo, vendre demain au Niger. Donc en prélude, ça sera le défilé de mode. Voilà, en prélude le défilé de mode. Donc après, le 27 avril, le défilé de mode. Au moins pour combien d'heures? Peut-être le défilé, ça c'est un petit peu 2 heures, mais nous voulons absolument avoir quand même les autorités politiques et les grandes presses et surtout l'image des grands partenaires avec nous. Parce qu'un petit peu l'intérêt de ça, c'est aussi amener quand même le Congo à sa dimension de paix réelle qu'il est. Montrer que quand même les artistes comme nous viennent. Je voudrais des grands chanteurs, peut-être européens, peut-être une femme de l'opéra. Bon, il y a beaucoup de programmes. Dans le programme, on va le signaler plus tard, mais l'esprit est congolais. Que les Congolaises et les Congolais en profitent le maximum, que la jeunesse congolaise en profite, que nos partenaires qui sont là, qui sont investis dans la création de l'entreprise, que les immeubles qui sont là, qui sont faits, puissent en profiter côté communication et montrer qu'eux aussi, ils sont là pour le Congo. Donc c'est pour ça que Alfadi aussi doit venir accompagner tout ce beau monde pour que cette soirée, cette première nuit de communication, on peut le dire, puisse apporter la création de la boutique et puisse apporter la troisième phase qui doit se faire rapidement pour la création de Alfadi environnement, Alfadi meubles, Alfadi bijoux, qui doit être implanté complètement au Congo. Voilà, on rappelle cette date, le 27 avril 2013 à Brazzaville. Donc on remercie tous ces partenaires qui vont vous accompagner, Africa Impact Group avec Issam Schuld, et ICOM avec Pupus Ngalaibata, et le groupe Sorum Color avec son PDG qui est bien sûr Romaric Onyangue. Et merci pour cette confiance à travers cette émission Célébrité. Merci de nous avoir emmené ce grand monsieur de la culture congolaise et de la mode africaine. Il est africain, je dis, congolaise, parce qu'il s'est dit congolais. Et voilà. Et en tout cas, c'est l'Afrique. On ne va pas le réduire dans un pays. Voilà, alors, vous déclarez quelque part, mon combat a toujours été de donner une chance à la culture africaine, d'être connue, de se développer. Alors, que la culture remplace définitivement notre manière de tendre la main. La culture africaine, ça veut dire que la culture africaine a une richesse inouïe. Surtout cette dernière phrase, c'est-à-dire que la culture remplace définitivement notre manière à tendre la main. Nous, on tend souvent la main, alors qu'on a une culture, on a un savoir-faire qui peut nous donner beaucoup de création d'emplois et beaucoup d'argent chez nous. Tendre la main, c'est difficile, mais quand on le fait, parce qu'on est obligé de le faire. Alors que notre culture, notre savoir-faire, notre musique, notre danse contemporaine, notre beauté
peut nous permettre de gagner de l'argent sur place, gagner de l'argent sans tendre la main ou être en partenariat. Vous savez? Et c'est pour ça que je l'ai toujours dit, notre culture est notre richesse. Et c'est pour ça que le combat que je mène avec les politiques, c'est leur demander uniquement d'aider la création, d'aider la culture, de créer des écoles pour que la culture, dans son tiroir, dans son domaine, puisse donner une chance aussi à ces jeunes talents, créateurs, peintres, sculpteurs, musiciens, théâtres, créateurs de mode, créateurs de textiles, d'être aujourd'hui à leur niveau, de créer et de gagner de l'argent. Chacun doit avoir son entreprise. Et c'est le rôle du gouvernement de pouvoir les appuyer, ne serait-ce que pas que donner de l'argent à eux. Donc c'est pour ça que le côté ne pas tendre la main est très important. Parce que quand on gagne, quand on est un sculpteur connu, on est un peintre connu, on est un musicien connu, dans son pays, on va aller faire quoi en Europe? On va aller chanter et revenir. On est même demandé à aller revenir. Et je crois que nos présidents et nos politiques, que Dieu leur donne longue vie, nous nous prêtons pour qu'ils comprennent l'intérêt de ces artistes-là. Et c'est pour ça que jusqu'à ma fin de ma vie... Vous serez mieux en politique. Hein? Jusqu'à la fin de ma vie, je veux prêcher que ces culturels soient aidés par les politiques. Voilà, nous allons vers la fin de notre programme. Alors, dans sa carrière, Alpha Dy a eu à côtoyer et rencontrer les plus grands couturiers occidentaux. Alors, est-ce qu'il y a des connexions entre créateurs africains et occidentaux? Oui, il y a des connexions, mais uniquement les connexions est une chose très compliquée. Vous savez que la concurrence, elle est là. Vous savez que chacun pense à son image, à sa marque. Il y a beaucoup de connexions qui sont faites avec des couturiers non pas connus, avec des grands créateurs européens. Derrière tout un créateur européen, il y a un Congolais. Vous savez, il y a un Congolais qui travaille chez Hermès, que j'ai rencontré avant-hier. Il y a un Congolais qui travaille chez Valentino, qui est en Italie. Il y a des Sénégalais qui travaillent chez tous ces couturiers, grands qu'ils soient. Il y a un Africain derrière. L'esprit africain est énorme, il faut le savoir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des connexions, mais l'Afrique est toujours cachée derrière. Il faut aujourd'hui qu'on s'explose, qu'on nous donne les moyens de sortir de cette trou qui est aujourd'hui 10 ans qu'on est miséreux. On n'est pas miséreux. Uniquement, on ne nous comprend pas, on ne met pas les moyens à notre disposition, même les banques ne nous suivent pas. Il est grand temps que ces banquiers suivent et que les financiers suivent. Et qu'aujourd'hui, on donne la chance. Des fois, tu vois un peintre, un sculpteur qui est gardien. Donner la chance à la création. À la création, voilà. Avec un peu d'argent à leur niveau, ils explosent. Donc c'est ça que je veux. C'est mon idéologie en créant mon école de mode au Niger, ou ici, ou après-demain ailleurs, pour amener les Africains à comprendre que la culture est d'abord la formation. Quand ils sont formés, ils sont dignes. Quand ils sont fermés, ils peuvent faire un travail de qualité qu'ils peuvent exploiter. Les États-Unis d'Amérique ne veulent qu'aujourd'hui aider l'Afrique. Vous savez, ils ont créé une loi qu'on appelle l'AGOA. L'AGOA est une loi qui a été créée par Bill Clinton qui permet aux Africains de faire entrer leurs marchandises, des toiles, des bijoux, de la maroquinerie, des vêtements sur le marché américain sans taxe, sans douane. C'est ce qu'aujourd'hui je fais. Quand j'ai créé ma boutique, je suis allé les voir, ils m'ont donné le visa, je rentre aux États-Unis sans problème avec les marchandises. Donc il faut que le Congolais aussi commence à l'utiliser. Si on fait le bois là, c'est un petit peu cette démarche que nous voulons, amener ce bois travaillé par les Congolais, signé par Alpha Dy pour le marché américain. Donc c'est un petit peu l'esprit de ce que je veux, création d'emplois, qu'on soit digne et qu'on reste chez nous. C'est très complexe, très compliqué à dire depuis 32 ans, je ne dis que ça, hein, vous savez. Donc, mais le combat un jour sera écouté, étant donné que le FIMA a marché, ça a réussi, ça continue à vivre. Il n'y a pas de raison que les Afriques, de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, du Sud, s'entendent. On est en train de nous battre avec des grandes personnalités de l'Afrique du Sud qui veulent mettre la mode africaine en haut. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bientôt, ce sera 2 milliards de personnes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas les habiller et gagner des milliards et créer de l'emploi pour ces 2 milliards de personnes. Et que l'Afrique, c'est le continent... le plus riche, le plus beau, le plus en phase. On nous a traité de tout. D'avenir. Et on le dit et c'est la vérité. C'est vrai que des fois, ils ont fait des réunions à Genève l'autre jour. Vous savez, ils oublient les culturels. Peut-être les écobanques, les grosses banques là, ensemble, là, ils se réunissent, ils parlent ensemble, ils discutent, mais ils oublient que les culturels, on est les plus forts. On ne parle pas. Nous, les musiciens, nous, les culturels, nous, les danseurs, nous, les faiseurs de ce monde en beauté, les chorégraphes, c'est ça qui fait le monde de demain, c'est ce qui a fait l'Europe. Mais pourquoi on va aux États-Unis? On va voir les grands théâtres, les grands musiciens, on va voir les 50 Cent, on va voir les Michael Jackson, mais en Afrique, on a pareil. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et nos politiciens, pardon avant qu'ils ne partent,
qu'ils essaient de faire ça. Et les musiques africaines, C'est par les exemple les meilleures. musiques congolaises, vous les écoutez? Et comment? J'aime que ça. Moi, Vous écoutez j'écoute qui? que ça. Mais j'écoute Papé Wamba, j'écoute, comment ça s'appelle, Bisson le Bisso, j'écoute, pas si c'est bon, c'est quand même un rappeur. Bon, j'adore ce qu'il fait, mais j'écoute tous les grands musiciens congolais et africains dans leur généralité. Je crois que c'est très important de pouvoir se donner à la musique africaine. Je n'aime que ça, je ne danse que sur ça. J'adore la musique européenne. On ne peut pas cracher dans la soupe. On a été formés, on parle le français. Je suis désolé, mais uniquement il faut quand même qu'ensemble, qu'on soit des partenaires qui profitent aussi pour le continent africain. L'Afrique doit être à mesure quand même de se supporter et d'être à mesure de s'aimer et de se donner beaucoup d'amour et beaucoup de paix entre Africains, entre Congolais. C'est très important pour moi. On dira Amin. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de santé et je vous souhaite aussi bonne année. Amin. Bonne et heureuse année. Que Dieu vous donne longue vie. Merci à tout le monde. On se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah. Salut.